Bon, le temps qu'on attend les autres, je pense que dans le chat, vous pouvez mettre votre ville et le service AWS que vous aimez de plus. Donc là, on a l'habitude de briser la glace par une petite exercice. Raki, si tu me permets, je mets l'exercice dans le chat. Je vais charger le... D'accord. Est-ce qu'on peut attendre quelques minutes à 20h00 et on démarre? OK, good. D'accord, parfait, ça marche. Voilà. Pénible d'affichage. Voilà, je pense qu'il est 20h. On peut démarrer, coach Kébé. Good. Merci Raki. Merci tout le monde. Je pense qu'aussi on a un autre coach qui est là, Nemi. Vous êtes là, coach Nemi? Yeah, je suis là. Hello. Parfait, ça marche. Donc, bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par le Club Facile. Je vais me présenter. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Merci de l'écrire dans le chat, si vous m'entendez. Parfait, ça marche. Donc, je m'appelle Raki. Je suis responsable de formation chez le Club Facile. Je suis ravie de partager ce webinaire avec vous ce soir. On va beaucoup apprendre avec nos deux experts. Donc, pendant ce temps, on peut attendre jusqu'à 20h05 pour démarrer. Mais n'hésitez pas de nous dire d'où est-ce que vous vous connectez dans le chat
sûrement, il y a des gens qui sont de Dakar, qui sont actuellement là. Donc, n'hésitez pas de nous dire d'où est-ce que vous vous connectez. Et là, on attend à 20h05, on démarre le temps que les autres se connectent. Merci. Le temps d'attendre, on faisait une petite exercice afin de voir nos chers auditeurs sont depuis où. Donc là, dans le chat, vous partagez la ville où vous vous situez et puis le service AWS que vous aimez. C'est pas un problème hein, si vous venez pour découvrir AWS. Je pense qu'avec nous, vous allez voir les merveilleux services qui sont disponibles chez AWS. Donc, ville d'où vous êtes et votre service favori. Moi, je suis basé à Dakar. On a Coach Nemi. Coach Nemi, tu es basé à où? Moi, je suis basé à Kinshasa. Je suis basé à Kinshasa. Donc, c'est l'Afrique en miniature. Hein. On a Sénégal, on a Congo. Je pense qu'il y aura d'autres Congolais aussi dedans. Parce que d'habitude, quand le Cloud Facile organise des webinaires, on voit toute l'Afrique est représentée en fait. Yeah. Abidjan, on a Franck Abidjan. All right. Yes, bonsoir à tous. Bonsoir Franck. On a Mali. All right. Je pense qu'on aura Guinée. Hein? Oui, Série. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Série. De Dakar, je suis à Dakar. Je pense que c'est l'équipe du mondial africaine. Ah ouais, c'est ça. All right. Je vous promets que ce soir, ça ne va pas vous décevoir. Oui, on a Kinshasa. All right. Bah, je n'ai pas entendu Brazzaville. D'ailleurs, moi, j'étais à Brazzaville. Hein, il y a des gens de Brazza ici. Donc, j'ai fait Brazza pendant un moment. J'étais à Mungali. Après. Right. À 1 minute, on démarre. Je pense que j'avais ouvert mon micro alors que je parlais avec quelqu'un d'autre, désolé. Bon, parfait, on va commencer. Ce soir, on a à peu près 1h30 pour parler de CloudOps à la essentielle. Apprenez AWS à travers des projets réels, comme vous le voyez. Donc, on ne va pas se contenter aujourd'hui que des choses théoriques. On va vous montrer des choses sur AWS en action. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais faire une petite présentation du Cloud Facile pour ceux qui nous découvrent. C'est une EdTech et nous sommes spécialisés dans la formation Cloud, notamment AWS, DevOps et IA. On a à peu près des milliers d'apprenants un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Ce soir, je suis ravie d'être accompagnée par des experts, savoir Coach Néhémie, qui est architecte cloud
Il va se présenter dans quelques instants, et aussi coach Kébé, qui est ingénieur cloud. Donc, sans plus tarder, coach Némi, est-ce que vous êtes là? Oh, oui, je suis là. Salut, Raki. Salut, coach Némi. Merci de vous présenter et de parler de votre parcours. Merci. Bonjour à tous. Content d'être là avec vous tous. Alors, moi, c'est coach Némi Njouzi. Je suis de la République démocratique du Congo et je suis là ici en tant que coach pour la cohorte CloudOps Essential. Et je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu à faire du cloud ou je crois qu'il y a des gens qui ont déjà à faire du cloud ici ou non. Alors, moi, j'ai commencé mon parcours chez Orange dans la formation Restart où j'ai fait mes premiers débuts dans le cloud avec AWS. Et après, j'ai commencé à passer des certifications. Aujourd'hui, je suis 6 fois certifié AWS. Je suis aussi AWS Community Builder dans la catégorie container. Et je suis coach, speaker, content creator. J'ai ma chaîne YouTube, The Cloud Pastor, où je commence à former. Je crée des contenus aussi avec le Cloud Facile. On forme les étudiants dans la pratique du cloud parce que au-delà d'avoir des certifications, c'est très, très important de beaucoup pratiquer. Et je pense que, en sorte, c'est un peu mon profil. Je laisse la parole à Raquel. Merci. OK. Merci beaucoup, coach Némi, pour ce parcours inspirant. Très beau parcours. À tes côtés, on a coach Kébé, qui est un cloud ingénieur et en même temps coach chez le Cloud Facile. Coach Kébé, merci de vous présenter. Merci Raki et merci coach Némi pour sa très belle présentation. Moi de nom, je suis Mamadou, mais on m'a attribué le nom coach Kébé avec Amadou Mérigo. Donc en termes de parcours, depuis ma abord, moi je vais commencer par la littérature américaine, d'où j'ai fait un master en littérature et civilisation américaine. Par la suite, je voyais que l'anglais est très important, mais l'informatique était encore beaucoup plus important. Je suis parti faire une formation sur le cloud à travers un programme Restart, AWS Restart, avec une compagnie allemande qu'on appelle Azubi Africa. Donc, c'est là où j'ai eu ma première certification en AWS et aussi c'est là où j'ai démarré en tant que formateur ou ingénieur cloud. Donc, c'est Azubi Africa, j'ai travaillé pendant 2 ans et j'ai certifié plus de 180 personnes au niveau du Sénégal, Congo et Kenya. Donc, par la suite, j'ai rejoint l'équipe Le Cloud Facile. J'ai fait 1 an ou presque 2 ans même avec l'équipe Le Cloud Facile. Aujourd'hui, je suis chez Koning. Donc, on est une entreprise qui accompagne des gens pour la migration vers le cloud, la montée en compétences de leurs équipes. Mais à côté, je fais du mentorat sur la partie AWS, surtout avec le Cloud Facile. J'accompagne les apprenants à passer des certifications. J'accompagne des apprenants à monter en compétences sur la partie cloud à côté de coaching. En termes de certification, je suis certifié 7 fois AWS. Toutes les certifications AWS associées, je les ai fait, plus le AWS DevOps. Au-delà de cela, au Sénégal, disons même l'Afrique de l'Ouest, je suis le seul AWS Authorized Instructor. À travers le programme AWS Authorized Instructor, j'ai eu à enseigner des apprenants qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, et un peu partout. Mais à côté de cela aussi, je suis AWS Community Builder, c'est-à-dire que je suis actif dans la création de contenu AWS pour Cloud Operation. Et aujourd'hui, je suis ravi d'être là et pour partager avec vous les projets sur lesquels on a eu à travailler avec Coach Noémie et comment est-ce qu'on accompagne les gens à monter en compétence sur cette partie AWS. Merci, Raki.
Merci beaucoup, Coach Kibi, pour ce parcours vraiment inspirant, très beau parcours. Quand même, faire la série littéraire et être aujourd'hui cloud ingénieur, tu as vraiment démontré que voilà, on peut tous faire le cloud. En tout cas, un parcours vraiment un peu atypique et inspirant. Merci à tous les deux. On a vraiment hâte de plonger dans le concret et avec vous. Donc, avant de faire la démonstration, je vais vous laisser présenter le programme Cloud Ops Essentiel, sa structure et les projets. Bon, vous avez la main sur ça. Merci. All right. Merci, Raki. Donc, dans un premier temps, je vais présenter l'ensemble des programmes, l'ensemble des projets qu'on fait sur la partie Cloud Ops. Et Coach Nemi va revenir sur une petite démonstration ou même intervenir sur certains projets. Donc, premièrement, pourquoi le Cloud Ops est essentiel? Parce que tout simplement, à travers le programme Cloud Ops que nous faisons, on ne va pas bidouiller. Donc, cela veut dire que c'est tout simplement, on construit une forteresse, d'accord? On met la main dans la cambouis, comme on a l'habitude de le dire, afin de déployer des projets concrets. Maintenant, on est parti du constat que la plupart des gens ont la possibilité d'être certifiés sur AWS en achetant des cours Udemy et surtout en achetant le cours d'Amadou Mérico. On a vu beaucoup de gens se sont certifiés à travers ces cours, mais ce n'est pas ça le plus important. Tu peux être certifié, mais alors que derrière, tu n'as pas encore touché la console de gestion ou bien tu n'as pas fait les AWS CLI. Et justement, l'ensemble des projets que nous proposons vont répondre à ce besoin qui est déjà présent. Donc, moi, en tant que formateur, j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens sur LinkedIn qui me demandent qu'est-ce qu'il faut pour très vite monter en compétence sur AWS. Est-ce qu'il me faut aller payer un cours Udemy? Est-ce qu'il me faut aller sur AWS Skill Builder? Tout cela, c'est bon. Mais derrière, tant que tu n'as pas fait des projets concrets et tu documentes ces projets-là, je pense que ton apprentissage, il y aura quelque chose qui manque. Et pour cela, on propose 8 projets qui vont se faire autour de 8 semaines. Donc, comme premier projet, on a un projet de mise en place d'un environnement hautement disponible sur AWS. Donc, dans ce projet-là, vous pouvez choisir un CRM, soit vous choisissez un CMS, vous pouvez par exemple choisir soit WordPress ou bien vous choisissez Odoo. Donc, on vous montre comment est-ce que tu mets en place cette solution-là en passant sur des serveurs AWS et aussi surtout comment est-ce que tu mets en place un système qui te permettra, même si la demande augmente, tes serveurs seront toujours capables de répondre à ce besoin-là. Derrière, il y aura du auto-scaling, il y aura du load balancing et autres. Donc, on te montrera comment est-ce que tu dois mettre cela en place. Et pourquoi ce projet m'intéresse beaucoup? Parce que ce projet, moi, mes débuts en tant qu'apprenti cloud, j'ai fait beaucoup de projets similaires à ce projet-là. Mais j'ai vu que quand tu fais ce projet, il y a énormément de services AWS qui vont entrer en jeu. Donc, non seulement tu vas toucher la partie base de données, tu vas faire la gestion des secrets, tu vas ajouter des certificats SSL, enregistrement des noms de domaine, presque tu touches beaucoup de services AWS, peut-être des vingtaines de services AWS, uniquement sur un seul projet. Alors que quand tu défiles un cours sur YouTube, tu peux connaître ces services-là de nom, mais rien n'est comparable à la pratique que tu vas avoir ou bien la connaissance que tu vas avoir si tu passes directement dans la console de gestion et tu déploies. Donc, en deuxième lieu, on a aussi un projet de mise en place d'un environnement sécurisé. Donc, aujourd'hui, il est très facile de déployer une application ou de déployer une solution dans le cloud. Est-ce que ta solution que tu as déployée, est-ce que s'il y a une attaque DDoS, la solution ou bien l'application est capable de survivre? Donc, derrière, il te faut des bonnes pratiques en termes de sécurité. Il te faut des bonnes pratiques à tous les niveaux. Quand on vient sur la partie données, il faut savoir comment est-ce que tu protèges des données dans le cloud.
surtout quand il y a une plateforme dans le cloud, il peut y comporter des données sensibles. Il y a des clients qui mettent leurs identifications bancaires dans ton application. Il y a d'autres qui mettent des informations personnelles. Comment est-ce que tu fais de telle sorte que tu portes ces informations-là? Donc, exactement que AWS propose une panoplie de services qui peut te permettre de le faire. D'accord? Et au-delà de cela aussi, quand tu déploies ton application ou ta solution, il y a plusieurs couches. On peut avoir, par exemple, une couche réseau. Donc, la couche réseau, comment est-ce que tu fais pour mettre en place un environnement réseau qui est sécurisé? Comment est-ce que tu fais de telle sorte que si, par exemple, tu déploies ton application qui doit être majoritairement accédée par des gens qui sont au Sénégal, comment est-ce que tu fais de telle sorte, si quelqu'un qui est au Singapour essaie d'accéder à ton application, qu'il soit bloqué? Derrière, justement, il y a beaucoup de services, ou bien il y a en tout cas beaucoup de méthodes que tu peux mettre en place. Donc, durant ce projet, tu vas voir toutes ces méthodes-là. Et en temps réel, avec Coach, on va te montrer comment est-ce que tu les mets en place. Right? Donc, l'autre projet quand même qui fait partie aujourd'hui des choses les plus demandées, c'est la partie FinOps. On voit qu'aujourd'hui, la plupart du temps, il y a des entreprises qui recrutent des gens uniquement pour gérer la partie FinOps. Déployer, c'est facile. Développer des applications, c'est facile. Est-ce que derrière, tu sais maîtriser les coûts? Par exemple, est-ce que tu sais pourquoi une ECD instance ou bien un serveur de coûte tant de dollars? Parce que derrière, tu n'as pas une visibilité sur la partie FinOps. Et justement, dans ce projet-là, on va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire en termes de bonnes pratiques pour minimiser les coûts. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour avoir un système de monitoring en temps réel sur qu'est-ce qui se passe dans tes ressources. Par exemple, si un VM est sous-utilisé, d'accord? Supposons, par exemple, qu'il y a un serveur. Je dis n'importe quoi. Tu as un serveur avec 8 gigas de RAM, disons 6 CPU, et pour toi, c'est correct. Parce que tout simplement, tes clients arrivent à accéder à ta plateforme avec des latences faibles. Mais derrière, tu vois, c'est uniquement 30% de la capacité du serveur qui est utilisée. Donc, ce qui veut dire qu'il a approvisionné un gros serveur alors que le besoin n'est pas là. Et justement, avec la partie FinOps, tu as la possibilité de savoir est-ce que je dois resizer, est-ce que je dois diminuer la taille de mon serveur, vice-versa, est-ce que je dois augmenter la taille de mon serveur, afin de minimiser le coût. Donc, et cette partie observabilité et FinOps, dans ce projet, c'est ça qu'on va voir de bout en bout. Et aussi, un autre projet qu'on appelle sauvegarde et disaster recovery. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Supposons, par exemple, je donne un exemple, supposons Campusen. Nous tous, nous savons qu'au Sénégal, quand les gens passent le bac, il y a un site ou bien il y a une plateforme où les gens doivent s'inscrire, d'accord, pour avoir leurs orientations, pour faire leurs inscriptions pédagogiques et autres. Mais parfois, il arrive que des serveurs tombent en panne. Et ces serveurs-là peuvent avoir des données. Donc, comment est-ce que tu fais pour avoir un système qui est capable de rebondir, même s'il y a un sinistre? Donc, dans ce projet-là, on te montre de A à Z comment tu mets en place un système de snapshot, comment tu mets en place une stratégie de résilience. Il y a une combinaison de plusieurs services ou bien il y a une combinaison de plusieurs techniques que tu peux mettre en place afin d'avoir un système qui est très robuste. Afin d'avoir un système, s'il y a une panne, il peut rebondir en temps réel ou bien en quasi réel. Right? Et dans ce projet-là, nous allons voir comment le faire de A à Z. Le cinquième projet, c'est l'infrastructure en tant que code. Aujourd'hui, vous savez que la plupart du temps, les gens sont dans la console de gestion. Ils sont habitués à l'interface graphique. Alors que de plus en plus, on travaille sur des serveurs. Maintenant, comment est-ce que tu peux interagir avec ton serveur à l'aide d'un langage de programmation pour, par exemple, déployer une application, pour, par exemple, approvisionner un environnement? Donc, c'est dans ce projet-là qu'on va le voir, infrastructure en tant que code. En termes d'infrastructure en tant que code, on sait qu'il y a un outil qui est très utilisé actuellement, c'est le Terraform. Donc, dans ce projet-là, tu vas voir comment est-ce que tu crées des fichiers Terraform. Par exemple, pour déployer un VM,
ou bien pour mettre en place ton environnement réseau, ces genres de choses. Mais lorsqu'on reste sur l'écosystème d'AWS, AWS a un service qui est propre à eux, qu'on appelle le CloudFormation, qui fait la même chose que Terraform, mais uniquement, tu ne sors pas l'environnement de AWS. Donc, on va te montrer comment est-ce que tu peux parvenir à automatiser le déploiement de tes applications tout en utilisant Terraform ou CloudFormation. Et là, de plus en plus, autrefois, les applications étaient sur une stack monolithique. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, les applications se reposaient sur une couche, sur une seule couche, d'accord? Mais à l'heure actuelle où je vous parle, la plupart des entreprises utilisent ce qu'on appelle du microservice. Et quand on parle de microservices, on peut utiliser des technologies telles que containerisation, Docker, Kubernetes et autres. Maintenant, dans ce projet, on va te montrer comment est-ce que tu peux orchestrer ton application à l'aide de Docker ou bien à l'aide de Kubernetes. Donc, ce projet s'attaque uniquement à la partie containerisation, right? Et l'autre projet, c'est l'auto-remediation. D'ailleurs, Coach Nemi nous réserve une démonstration par rapport à cela. Donc, l'auto-remediation, c'est quoi? Donc, c'est de mettre en place un système auto-réparable. Aujourd'hui, tu as ton environnement ou bien tu as ton application avec des configurations spécifiques, d'accord? Maintenant, tu peux mettre en place un système qui surveille les modifications liées à tes configs. Si quelqu'un, par exemple, change une config, comment est-ce que l'environnement va automatiquement remettre les configurations d'origine? Et ça, exactement, il y a des mécanismes, il y a des services qu'on peut utiliser pour arriver à faire cela. Donc, dans ce projet, vous allez voir comment mettre cela en place. Et tout cela, ça se base sur des projets réels. Donc, tout est documenté. On a déjà les repos GitHub et autres. D'ailleurs, même, je pense qu'il y a un corps qui vient juste de finir aujourd'hui, qui était sur ces genres de projets-là. Donc, le dernier projet, c'est la mise en place d'une plateforme CI/CD. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu peux avoir une application déployée sur un serveur. Mais quand les développeurs développent une nouvelle fonctionnalité sur l'appli, on a besoin de faire le redéploiement manuellement. D'accord? Et ça, ce n'est pas vraiment quelque chose de recommandé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place un système de CI/CD. Donc, dans ce projet, on va voir comment mettre en place un pipeline CI/CD. C'est-à-dire tout simplement lorsqu'un développeur fait un git push, d'accord, directement, comment est-ce que cela va se manifester sur ton application. Je ne sais pas si vous avez vu récemment sur des applications telles que Maxit, on a vu une nouvelle interface. Maintenant, quand les nouvelles fonctionnalités sont développées, vous avez vu, il n'y avait même pas arrêt de service. Les gens n'étaient même pas au courant qu'il y avait un déploiement derrière. C'est parce que derrière, ils ont des pipelines CI/CD robustes. Donc, nous, dans ce 8e projet, on vous montre comment le mettre en place de A à Z. D'accord? Maintenant, je vais laisser Coach Nemi vous parler comment est-ce que ça se déroule, le format du bootcamp, les heures, et quelles sont les attentes et quels sont les prérequis pour pouvoir y participer. Coach Nemi? Merci beaucoup, Coach Kébé, pour la parole. Tu laisses le slide ou bien tu partages? Ouais, non, je pense que tu ferais mieux de partager, comme ça pourra m'aider à avoir l'œil sur la console. Ok, Ouais. ok, je partage pour toi. Ok. Ouais, c'est un peu, voilà, alors, pour les, d'abord, je me représente, moi, c'est Coach Némi, pour ceux qui viennent de nous joindre. Alors, pour le format du bootcamp, alors, ça se passe comment exactement? On a une session chaque dimanche à partir de 15h à 17h. Alors, pour les 8 projets dont le coach Kébé a mentionné, et il a vraiment très bien expliqué ce qu'on essaye de faire et les objectifs attendus. Ce qu'on fait exactement, c'est que le dimanche, on a un projet à réaliser. Ok, on présente le projet. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur le projet WordPress. Et on fait une présentation du projet, on voit les attentes et durant la semaine, les étudiants, à travers de la plateforme Les Cloud Faciles, ils ont accès aux 8 projets.
ok? Et là, il commence les projets de la semaine, je peux le dire comme ça, et ils commencent à pratiquer, Alors, s'ils ont des problèmes, ils rencontrent des soucis en semaine, alors les coachs sont là, on a un groupe WhatsApp où ils peuvent directement poser des questions ou avoir le coach pour débugger des petits problèmes. Et les dimanches, quand on vient, on suppose que tout le monde a eu le temps, en tout cas, généralement, de pratiquer. Et on essaye de faire on essaye de faire un review avec les coachs, on pratique. Et au-delà euh, de juste à pratiquer ce qu'ils ont déjà eu à faire en semaine, alors on essaie d'aller un peu plus loin, vu que on a des coachs qui sont certifiés et qui ont l'image de la certification du CLALOP. On essaie de faire des on essaye de préparer aussi nos étudiants à passer la certification des CLADOPS en essayant de mettre en valeur les différents topics qui sont abordés dans la certification, ok, et on essaie vraiment d'adapter le contenu. Alors on a 2 heures le dimanche, comme je l'ai dit en entrée de jeu, où on pratique. Alors on reçoit des questions, on travaille ensemble avec avec les étudiants et on est là et c'est comme ça chaque semaine durant 2 mois et c'est un peu ce qu'on essaye de faire durant ces 2 mois pour le format du bootcamp. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur les formats. Alors coach, j'ai juste après ça, je sais pas, j'ai ajouté un slide. J'ai pas vu le slide que tu as ajouté. Attends, je mets à niveau. Essaye. Okay. Bon, I think je you pense can que j'ai. share your screen. Just share your screen, that's better. Yeah, okay. Thank you. Yeah. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, on voit bien ton écran. Oui, ton écran Yeah. est visible. Yeah, thank you, Diaga. Alors voilà, comme je le disais, on essaie vraiment d'adapter les contenus de notre bootcamp pour vraiment préparer nos étudiants à être prêts à passer la certification des CLADOPS, raison pour laquelle déjà le bootcamp c'est CLADOPS essentiel. On fait un peu des solution architect aussi. Vous avez vu le projet avec les containers. Alors la particularité du CLADOPS, comme on le dit pour ceux qui se disent c'est quoi CLADOPS? CLADOPS c'est Cloud Operation. Alors ici, on essaie de gérer, optimiser, on voit comment sécuriser au quotidien l'infrastructure qu'on met en place. Ok, une fois qu'on a mis en place notre infrastructure de base dans le cloud, je parle de la configuration du réseau. Ok, on configure le réseau, nos serveurs, la base de données, tout est bon. Alors, on va s'assurer que on a réellement en fait ce qu'on veut. Par exemple, je donne un cas très pratique. On se dit que non, on a configuré nos firewalls de manière à ce que qu'on ne puisse avoir que l'accès à la base de données, disons à partir de nos instances en fait, parce que on met, disons, si on configure une architecture de manière à ce qu'on a les load balancers qui a accès à Internet, disons, devant, on met un route 53, on met un DNS, ok, et après, on configure nos applications dans des sous-réseaux privés et la base de données dans des sous-réseaux privés. Ce qui s'est passé, c'est que quand on va configurer nos firewalls, on s'est dit, ok, on va avoir accès que, disons, on va autoriser que les ports MySQL, disons, on peut entrer à la base de données que si on passe au serveur. Alors, il se peut qu'il y ait ce qu'on appelle des dérives. Alors, c'est quoi une dérive? C'est euh, j'ai un comportement qui est inattendu. Ok. Alors, je me rends compte que par erreur, il y a celui qui a accès à la console AWS AI à pouvoir
autoriser le port SSH dans l'un de nos firewalls. Donc, je parle du security group ici. Ok, il y a quelqu'un qui vient se dire que par erreur, pour peut-être vite débugger ou à faire, disons, se connecter en SSH à la base de données, il s'est dit que non. Il va autoriser le port SSH au security group de la base de données. Et après, il oublie, il part. Ok. Et en autorisant le port SSH à tout le monde, c'est pas trop sécurisé et ça fait que notre infrastructure n'est pas vraiment sécurisée. Donc, on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle, disons, à travers la démonstration qu'on va faire ce soir, on va essayer de mettre en place l'auto-remédiation. Je pense que le coach Kébé a mentionné cela dans les projets. OK? Alors, on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle l'auto-remédiation. Maintenant, c'est que on a notre infrastructure qui est là. OK? Alors, on va en continu checker s'il y a des dérives dans tous nos firewalls. C'est-à-dire que non, je ne vais pas prendre le risque de me dire que non, il y aura un architecte cloud ou une personne qui va venir commettre une erreur et puis se rendre compte que non, il avait laissé le port SSH ouvert. Alors nous, on va mettre en place une configuration de manière à ce que notre système va détecter que non, disons, à chaque fois qu'il détecte que le port SSH est ouvert automatiquement, sans pour autant qu'on puisse le faire manuellement, qu'il puisse faire des actions. Okay? Et l'action qu'on va configurer, je parle de la remédiation, on va dire que non, tu vas aller et à chaque fois que tu trouves que le port 22 est ouvert à notre security group, tu puisses tout simplement le supprimer. Et ça garantit que si par erreur un des développeurs commet cette erreur-là de laisser le port SSH ouvert, on n'aura pas besoin d'une intervention manuelle. Automatiquement, notre système va pouvoir gérer cela. Et pour ça, on va utiliser AWS Config, parce que dans le projet aujourd'hui, ce qu'on va faire, de la gouvernance de la sécurité. Ok, on va essayer de mettre en place cela. Ici, dans les schémas, qu'est-ce qu'on voit? On voit le security group. Le security group, c'est un firewalls. Ok, les firewalls au niveau de l'instant de notre serveur. Ok, et on va voir que non, on a les ports HTTP qui est ouvert, on a différents ports, ok. Ça peut être un security group pour votre base de données. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Ici, pour notre cas, on va partir d'un security group qui n'a pas un port SSH ouvert et on va simuler une erreur, ok. En simulant, je dis que non, j'ouvre le port 22 dans mon security group et on va voir comment notre système va réagir. On va mettre en place ce qu'on appelle des règles avec AWS Config. AWS Config, c'est un service de AWS. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enregistrer en continu l'historique des modifications de nos ressources dans AWS. Ok, et il va évaluer ces modifications et il va voir si les règles que nous allons établir c'est vraiment conforme à ce que nous on a défini. Ok, je me dis que non, je vais pas avoir le port SSH ouvert. Alors lui sera en train de vérifier, se dire que si il check mes security groups, il se dit que non, ok, il voit qu'il y a pas le port SSH ouvert, alors il va statuer que non, c'est conforme. Et lorsque on va simuler une erreur, on se dit que non, on va ouvrir le port SSH, le système va être à mesure de pouvoir, ici vous voyez, il y a l'évaluation de la règle, ok? Quand AWS config, il va voir que non, la conformité, disons, l'architecture n'est plus conforme. Pourquoi? Parce qu'il y a une dérive, il y a un comportement inattendu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à non conforme, non compliance. Okay? Et lorsqu'il passe à non compliance, on va mettre en place ce qu'on appelle une remédiation. En fait, qu'est-ce qu'on fait lorsque les statuts de notre architecture n'est pas en fait ce qui est attendu? Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre en place
ce qu'on appelle une remédiation. Et la remédiation va jouer un peu le rôle des réparateurs. Ok, il va venir et il va automatiquement supprimer, cette règle-là qui détruit la conformité de notre architecture. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va pas le faire seul. Il va utiliser le système, un autre service de AWS qu'on va aussi voir, AWS System Manager Automation. Et là, il va le faire en background. Nous, on va aller juste voir et suivre en fait comment ça se passe automatiquement. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. Et si vous êtes là avec moi, je pense qu'on peut déjà commencer. On va se connecter à la console AWS pour pouvoir implémenter cette architecture. Voilà. Pourquoi j'ai fait ce choix des labs? J'ai passé la certification des CloudOps et les cloud operations, c'est beaucoup plus au niveau de la gouvernance. Ok, on vous dit que non, il y a des dérives. Alors, comment vous configurez, ouais, tout ça. Et c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai décidé de pouvoir faire ces labs. Ok. Alors, je vais partir d'une architecture qui existe déjà. Alors, je vais vous épargner beaucoup de choses. Alors, j'ai déjà Une question, configuré. Oui, oui, Diaga. une question avant d'entamer la pratique. Yeah. Tu peux revenir sur l'architecture? Voilà. Voilà, sur l'architecture, là, on sait ce que fait AWS Config. Yeah. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui déclenche le evaluate et le rule trigger là? Ce mélange-là, ça déclenche au niveau du système des systèmes manager automation, ou bien c'est d'autres éléments à configurer et à faire connecter sur le système manager automation? Ou bien c'est dans le système manager automation qu'il y a tous ces bras-là? Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup pour ta question. Si je comprends très bien comment ça se passe vraiment, disons, qu'est-ce qui déclenche en fait cette action-là du réparateur ou de la remédiation dont j'ai mentionné. On va rester vraiment dans AWS Config. Donc, dans System Manager, on ira juste en fait voir les comportements, comment ça se passe, comment il va lancer l'action pour pouvoir réparer. Ce qui se passe, c'est que on configure la règle dans AWS Config et lorsqu'on va configurer cette règle, en fait, on dit que non, je veux que tu puisses vérifier les statuts du port, ok, et je vais pas passer le port 22. Alors, il va voir que non, une fois que j'ai le port 22 ouvert, ok, à tout le monde, SSH 22 ouvert à tout le monde ici, qu'est-ce que tu vas faire? AWS Config, il va statuer que non, c'est non complet, non conforme, non compliant, excusez-moi en fait, avec mon anglais français. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle une rémédiation, ok? Et dans la rémédiation, ce qui s'est passé, c'est qu'on va, à l'intérieur de AWS Config, on va lui demander d'utiliser, disons, des équités de commandes, des runbooks. On les voit aussi dans l'aide de nos labs, dans l'auto-remediation. On voit ça vraiment en profondeur. Il y a déjà des listes de commandes qui AWS a préparées, qu'on va utiliser dans AWS Config, qui va s'exécuter pour pouvoir supprimer en fait en background cette règle-là. Donc quand nous on va ajouter une remédiation dans AWS Config, lui va travailler parallèle avec AWS System Manager Automation, ok, et il va exécuter ce qu'on appelle un run document, ok, il va exécuter un document, c'est un peu comme un fichier qui contient déjà des règles dans AWS System Manager, et AWS System Manager, il sait que non, disons, au travers de cette règle-là, gérée déjà par AWS, que cette règle-là, lorsqu'on applique, c'est tout simplement pour pouvoir supprimer un port qui n'est pas, disons, qui est ouvert et qui n'est pas attendu à ce que nous, on a configuré. En fait, c'est ce qui va se passer. Donc, on va vraiment rester dans AWS Config
on vient, on configure la remédiation qui va utiliser système manager run commande, ok, et ça va utiliser un document du système manager qui va aller et supprimer disons, ces ports qui est ouvert, disons ces ports, je pourrais dire non autorisés. Et nous, on va aller maintenant dans le système manager automation pour constater cela que non, il a effectivement déclenché de manière automatique cette action-là pour pouvoir supprimer. On va rentrer dans notre firewall, on va voir que non, les ports 22 qui étaient ouverts et bel et bien, a bel et bien été supprimé. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Je pense que j'ai répondu à notre super coach, il est très fort. Ouais, c'est clair. Merci. Donc, coach, il marque une pause, on laisse Raki, elle voudrait dire quelque chose. Okay. Oui, merci beaucoup, coach Kébé et Némi, pour cette belle présentation du programme CloudOps Essentials. Donc, il y a Ndiaga qui est un de nos apprenants qui a suivi le parcours technicien Cloud AWS de Brady. Donc, il a fait le CloudOps 2 mois. Donc, Ndiaga, est-ce que vous pouvez partager votre expérience par rapport à ce parcours? Qu'est-ce que vous avez tiré et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et félicitations aussi pour votre certification Cloud Practitioner. L'accord technicien a eu 100% de réussite, donc bravo à vous. Ils sont là. Donc, Ndiaga, vous pouvez partager votre expérience et vous présenter avant. Merci. Bon, rebonjour à tous. Bon, je ne vais pas être très long, donc juste dire les quelques mots et mes impressions par rapport donc à ce qu'offre le cloud et à ce qu'offre le CloudOps. Déjà pour le cloud offre une agilité actuellement sans précédent, donc avec une philosophie de CloudOps solide. Cette agilité-là va se transformer en une complexité presque incontrôlable. Le CloudOps, lui, ce n'est pas juste gérer des serveurs, hein. Donc, d'après ce que j'ai appris sur ces 2 mois-là de coach Kébé et de coach Naomi, le CloudOps, ce n'est pas seulement gérer des serveurs virtuels. Donc, c'est une culture d'automatisation, c'est de l'observabilité, c'est de la maîtrise des coûts. En fait, actuellement, je peux affirmer que le CloudOps là, c'est vraiment la clé de voûte pour une transformation simple de notre infrastructure. Un vrai levier de croissance, hein, de sécurité évolutif et performant. En ce qui concerne, le parcours CloudOps, donc que l'on va bientôt suivre, parce que juste après le Cloud Practitioner, on va suivre le Solution Architect. Et juste après le Solution Architect, déjà on a suivi le CloudOps. Juste après le Solution Architect, ce sera l'administration cloud. Donc, qui est un ramassé presque de tous les éléments qu'on a vu. Un peu de Cloud Practitioner, un peu de CloudOps. Donc, tout ce qu'on a déjà eu à faire, on va se les retrouver petit à petit en morceaux, en briques, au niveau de l'administration cloud. En ce qui concerne cette CloudOps, donc je peux dire que aujourd'hui, pour réussir sa transition vers le cloud, ça ne va pas se résumer simplement à migrer des infrastructures. Donc, il faudra avoir une vraie culture opérationnelle, une vraie excellence opérationnelle que représente aujourd'hui le CloudOps, qui est vraiment une véritable moteur donc de transformation. Et le CloudOps, donc c'est en permanence essayer d'équilibrer une agilité donc dans le déploiement et donc une technique sans faille. Donc parce que le CloudOps, ça nous permet d'automatiser la gestion de nos environnements. Donc et là ça nous permet de briser ce que coach Kébé expliqué tout à l'heure, à savoir la façon traditionnelle dont on développait les applications sous forme de silos ou bien des applications monolithiques
Le CloudOps nous permet de briser cette scène-là parce que on va faire de l'automatisation de l'automatisation de la gestion de nos infrastructures. Donc, pour conclure, en un mot, le CloudOps permet aujourd'hui vraiment de passer d'une informatique réactive à une informatique proactive, donc capable de s'auto-optimiser. Et donc, à l'instar de ce qu'expliquait tout à l'heure le coach Naomi, donc de s'auto-guérir en quelque sorte. Et vraiment, ça nous offre également une résilience absolue au service du business. C'est tout ce que j'avais les quelques mots à participer dans cette assemblée. Vraiment, je représente un tout petit élément devant donc des géants, des caïcédras comme coach Québec et coach Naomi. Donc, presque, je n'ai rien à dire, quoi. C'est une antilope, donc, parmi des éléphants. Ça ne se voit même pas. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Ndiaga. Ça se voit que vous avez beaucoup appris pendant ces 3 mois avec coach Némi et coach Québec. En tout cas, merci pour la confiance accordée pour le Cloud Facile. Donc, coach Némi, je vais vous redonner la parole pour la démonstration qu'on attend tous. Ok. Merci. Merci beaucoup, Raki. Alors, je disais qu'on va essayer de implémenter ça très vite, ok? Je pense que beaucoup sur le temps. Alors ici, mon firewall est là. Ça, c'est mon security group, hein, les firewalls dont j'ai mentionné dans mon architecture, ok? Et j'ai autorisé le port 3000 et le port HTTP, ok? J'ai configuré, hein, il y a une architecture de base, j'ai vraiment essayé de simuler un vrai cas en production. J'ai une application qui tourne, déployée, j'ai une application qui tourne, déployée dans AWS devant un autre balanceur. Ok, j'ai configuré j'ai créé un VPC, j'ai attaché l'Internet Gateway, alors je ne sais pas trop de détails, ok. Et si vous voulez, en tout cas, en savoir plus, moi, je vous invite à joindre la cohorte et on va vraiment passer des très bons moments, ok. Alors, j'ai mis en place l'infrastructure de base et j'ai déployé notre serveur. Alors, l'application que vous avez dans, disons, déployé, elle utilise le security group ici, ok. Je présente ça, ouais, le security group ici. On a autorisé le port 3000, le port HTTP. Alors, j'ai implicitement, au fait, autorisé, si on commence à simuler notre erreur, ok, ou notre dérive, ok, j'autorise le port SSH ici à tout le monde, ok. Du coup, tout le monde peut pouvoir se connecter à mon serveur et faire du SSH. Ok, bon, pas de changement pourquoi je l'avais déjà autorisé. Ok, et nous on veut pas avoir ce comportement. Donc pour nous c'est un problème. Ok, et je veux qu'à chaque fois que je vais avoir à rencontrer ce genre de problème où le port 22 est ouvert, que mon infrastructure en fait puisse être en mesure de pouvoir prendre ça en compte, ok, repérer cela d'abord de et pouvoir disons automatiquement supprimer cette règle, ok. Alors on reste ici, on garde notre port ouvert, ok. On va voir comment on va configurer AWS config pour pouvoir le faire rapidement. Alors, on est dans l'interface d'AWS config, elle est là, et j'ai dit dans mon introduction que pour y arriver, on va créer ce qu'on appelle une règle, ok. La règle qu'on va créer, c'est ce qu'on appelle une rule, et il y a déjà plusieurs règles qui AWS, ce sont des règles de conformité que AWS a déjà mis en place, ok. Alors ici, nous on va pas recréer notre propre règle personnalisée. Hein, si vous trouvez que la règle que vous voulez utiliser ne se retrouve pas dans les 809 règles gérées par AWS, vous pouvez créer votre propre règle.
règles, ok, rules, ok. Alors, nous, pour la règle qu'on va utiliser, c'est la règle qui va permettre de pouvoir restreindre un port, ok. Et cette règle, la AWS s'appelle restricted common port. Voilà, restricted common port, ok. Alors, ici, il vérifie hein, dans mon firewall, dans mon security group, hein, alors, on va lui passer en fait les ports qu'on veut qu'il puisse vérifier dans tous nos security groups, ok? On va lui dire que non, moi je vais pas, en tout cas, dans aucun de mes security groups, je vais pas avoir le port 22 ouvert, ok? On sélectionne cette règle, ok? Et après, dans les configurations, en fait, ici, dans l'évaluation mode, ici, il y a déjà cette règle par défaut, elle fait déjà, en fait, une évaluation lorsque la configuration va changer. OK? Donc, à chaque fois qu'il y aura un changement, hein, disons, si on supprime hein, le port 22 et qu'on on l'ajoutait encore à nouveau, ce qui va se passer qu'automatiquement, il va directement détecter les changements et puis il va les statuts de cette règle va passer à non conforme. Okay? Et ici, et ça c'est la première, la première des configurations qui vient avec cette règle. Et la deuxième, c'est de manière périodique. On pourra, vu que les niveaux opérationnels, disons, euh, le monitoring de la sécurité, on les fait de manière continuelle, c'est chaque jour qu'on a vraiment vérifié, s'assurer que notre infra est bonne, elle respecte la configuration qu'on veut avoir. Et, et pour cela, on pourrait se dire que non, de manière périodique, en fait, peut-être toutes les heures ou tous les jours à 8 heures qui puisse en fait faire les checkings, voir que non, tout est bon. Okay? Et là, il cible la ressource du security group. Okay? J'ai parlé de la fréquence. Okay? Par défaut, on va la laisser avec 4 heures. Pourquoi? Parce que ici, elle vient déjà de manière automatique avec des configurations de base. Donc, quand la règle va, disons, à chaque fois qu'on aura une dérive, et si on rate la dérive, hein, c'est peut-être il y a un problème de système, ça peut-être pu échapper à AWS Config. En tout cas, de manière périodique, il sait que non, chaque jour, lorsqu'il va faire son check-up quotidien, il va en tout cas pouvoir repérer cette dérive et statuer en non conforme. Ce qui va se passer, okay, ici, par défaut, hein, une liste des différents ports. Alors, nous, on veut juste dire que non, comme paramètre, on veut juste que tu puisses surveiller le port 22. OK? Et il va surveiller le port 22. Alors, je rappelle qu'on a notre port 22 ici, de l'autre côté. OK? Notre port 22 ici, de l'autre côté, qui est là. OK? Donc, normalement, étant donné qu'on a le port 22, donc lorsqu'on va lorsqu'on va créer notre règle, le statut doit passer à non conforme. Pourquoi? Parce que c'est pas en fait, pourquoi? C'est parce qu'il y a une dérive, hein, pour être simple. OK? Ici, on review, hein, les détails pour être sûr que c'est ce qu'on fait. OK? Et ici, on a en fait, les paramètres qui dit que non, OK, tu vas surveiller le port 22. Alors, on enregistre notre règle, OK? Et là, on va attendre quelques secondes, hein, on va entrer dans la règle qu'on a créée, on va voir, il va faire l'évaluation, ok. On attend quelques minutes, il y en a des minutes, ok. Et voilà, pendant ce temps, il est en train hein, de checker notre infra, ok. Euh, bon, il avait fait, bon, on va faire une évaluation manuelle, ok. On va lui dire, ok, là maintenant, j'ai ma règle, alors, lance l'évaluation, ok. Et il va lancer l'évaluation pour pouvoir voir toutes nos règles, ok. Ici,
Ici, en fait, on a, ici, il va faire un scan, hein, si vous pouvez très bien le voir, il fait un scan de tous mes security groups. Ce sont disons, à chaque fois qu'on crée un security group ou un firewall, chaque security group a un security group ID. OK? Donc, tous ces security groups, tous ces ID, ce sont des ID des différents security groups dans tout mon compte AWS. OK? Et qu'est-ce qu'il remarque? Qu'il y a des security groups qui sont compliant, OK? C'est conforme. Mais quand il vient ici, j'ai dit, oh, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ici, notre security group ici, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il est non compliant. Donc, c'est qu'il ne respecte pas, en fait, la règle qu'on a établie. Okay. Là, c'est les premiers niveaux qu'on a mis en place. OK. Mais après ça, alors, on va pas rester là. Hein. On va pas attendre que les CloudOps viennent ou les DevOps viennent et pour se constater cela. Ça peut prendre des heures ou des jours. OK. Et là, on va créer ce qu'on appelle une remédiation. OK. Une remédiation, c'est une action qu'on va faire pour pouvoir réparer en fait ces problèmes. Et pour créer la remédiation, on vient d'action. OK, on vient de manage remediation. Alors moi je vais pas faire une remédiation manuelle. Alors, moi je suis flemmard, je vais pas beaucoup travailler. Je vais laisser AWS faire tout le travail pour moi. OK, je vais laisser AWS faire tout le travail pour moi et je vais aller dans automatic remediation. OK? Et là il sait que non, de manière automatique, hein, il va, lorsqu'il détecte que mon security group, l'ID est passé à no compliance, alors il va automatiquement, sans pourtant que moi je sois là, faire des actions dessus. Et l'action qu'on va lui donner, c'est de pouvoir supprimer carrément ce port-là. Je rentre dans mon security group, hein, il est toujours là. On reste transparent, hein, le security group est toujours là, il est toujours là, il n'a pas disparu encore. Voilà. Okay. Et voilà, on va créer une remédiation automatique. Alors, je vais dire que non. Ici, je vais mettre le nombre des retries. Lorsqu'il essaie et que ça marche pas, il va lancer encore la même opération combien de fois. OK? Alors, ici, c'est là qu'on va faire la remédiation. Alors, la remédiation que nous, on va utiliser la remédiation qui va permettre de pouvoir disable, en fait, les désactiver ou carrément supprimer les ports 22 qui est ouvert. Okay? Et pour ça, on va utiliser ici, pour répondre à la question des Diaga, okay? Vous voyez, dans Remediation Action Detail, il dit que non, la remediation action are run using, bon, comment dire en français, les actions de la remédiation sont utilisées en utilisant AWS System Manager Automation. Okay? Et alors, il y a des commandes, ok? Il y a une liste de commandes que AWS System Manager contient. Okay? Et nous, on va utiliser la commande qui permet de pouvoir en fait supprimer un port. Okay? Et ce sont déjà des scripts que AWS a déjà configurés. Moi, je vais juste utiliser ces runbooks. Ces scripts, on appelle des runbooks. Alors, moi, je vais juste venir l'utiliser. Je ne vais pas recréer ce qui existe déjà. Okay? Et je vais chercher les runbooks qu'on appelle AWS Disable Public Access for Security Group. Okay? Et lorsque j'ai les sprints, c'est runbook, en fait, c'est script qui va aller supprimer, en fait, et faire le travail à ma place. Okay. On peut laisser les autres paramètres par défaut. Alors ici, on lui dit que non, pour pouvoir travailler, tu vas aller récupérer automatiquement l'ID du groupe de sécurité. Okay? Parce que moi, je vais pas à chaque fois, si j'étais allé disons, à l'option manuelle, ça allait me demander de pouvoir entrer manuellement l'ID du security group. Alors moi, je suis vraiment, je suis fainéant, je vais pas beaucoup travailler. Je vais dire non, tu scannes, tu cherches l'ID, ok, tu récupères automatiquement l'ID du security group. On sélectionne ici dans Resource ID les groupes ID, ok. Et là, il va
automatiquement récupérer les ressources ID. OK? Et maintenant, pour qu'il puisse faire cette action-là, on va lui attacher un rôle. Alors, j'avais déjà préparé hein, mon rôle en amont, les SSM Remediation Role. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a le rôle pour pouvoir il a les Amazon ici des full access et puis Amazon SSM Automation Role. C'est ce qui va lui permettre de pouvoir lancer l'automation. L'automatisation, en fait, de pouvoir supprimer ça par lui-même. OK? Alors, je vais juste copier l'ARN de mon rôle que j'ai créé. OK? Et je rentre de l'autre côté. Alors, je vais copier les rôles. Alors, j'enregistre les modifications. OK? OK? Voilà. Ici, il est toujours dans non-compliance. OK? Alors, j'ai plus aucune action à faire de mon côté, OK? Parce que c'est automatique. Alors, je vais laisser système manager faire le travail à ma place. Alors, on va aller, je l'avais dit que nous, avec système manager, on va juste constater, OK? On va aller dans système manager automation. Alors, ici, dans automation, on va voir comment il va déclencher en fait ces scripts-là. Hein, et quand on va aller voir notre security group, on va remarquer qu'automatiquement, il va la supprimer. Ça, ce sont la liste des actions hein, qu'il a déjà effectuées. La dernière, c'était à 16h19. Okay? Alors, nous, on est 22h. Alors, on laisse les temps qu'il est en train de créer. Je pense que ça prend quelques minutes. J'ai fait, il actualise. Est-ce que c'est que il prend, ok. Alors, ça prend un tout petit peu de temps. Yes. Je pense qu'il y a des questions dans le chat. Donc, il y a la question de Bokar Fofana. Il y a aussi Ndiaga qui revient. Donc, vous avez commencé à commenter sur la question de Ndiaga. Donc, Ndiaga, ce qui se passe quand AWS Config détecte il y a une règle de non-compliance, il va envoyer l'information à System Manager Automation. Lui, il a ce qu'on appelle des runbooks. Les runbooks, c'est comme les scripts Ansible, right? Et lui, il va effectuer la correction. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu as que seulement AWS System Manager Automation. Lui, il a choisi de passer sur AWS System Manager Automation. Moi, par exemple, je peux partir sur des fonctions lambda. Par exemple, si AWS Config déclenche, il y a une règle de non-compliance, d'accord? Je peux avoir ce qu'on appelle AWS Event Bridge. Event Bridge, c'est un service pour la gestion des bus d'événements. Event Bridge peut détecter un événement sur AWS Config et il peut déclencher automatiquement la fonction lambda. Et la fonction lambda peut effectuer la correction. Soit tu passes par fonction lambda plus AWS Event Bridge, d'accord? Ou bien tu passes tout simplement AWS Config plus AWS System Manager avec Automation Runbook, right? Oui, Némi, je pense que tu peux répondre à la question de Bokar Fofana. D'accord, pour aller plus vite, je pense que pour les questions, on peut attendre après la démonstration. Comme ça, on va prendre toutes les questions et répondre une à une. Bien? Oui. C'est le temps que le truc entre en jeu. On pouvait en profiter et répondre les deux questions. D'accord, allez-y. D'accord. C'est quoi que tu peux avoir l'œil sur le chat, Coach Kébé, pour me dire? La question, c'est quoi? Bokar dit bonjour. Après la remédiation, il n'y a pas un moyen de bloquer les activations de futurs ports. Des activations futures du port. Ah, ok. Bon, pour ça, il y a différents cas. Comme par exemple, si on utilise AWS Organization, ok, on peut se dire, ok, on crée un STP, ok, c'est un peu comme des politiques,
ok, qui vont interdire disons, certaines actions à nos utilisateurs. Ok, j'ai créé une organisation dans AWS et je me dis ok, je vais que dans cette organisation, j'ai créé des utilisateurs et dans ces utilisateurs, ils vont hériter des politiques, en fait, je peux dire. Ouais, les mots en fait en français m'échappent des différentes politiques que je vais mettre en place et ça va quand lui va essayer de pouvoir autoriser un port vu qu'il hérite déjà de cela, ça va lui interdire pouvoir disons de pouvoir faire cette action. Ouais. Ouais. Je sais pas, je pense que j'ai répondu à sa question. C'est bon? Et une autre question? Oui, je pense qu'il y a une personne qui lève la main. Dulciné. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, coach. Yes. Moi, j'ai Ouais. aujourd'hui, de plus en plus, les providers cloud ou ceux qui utilisent les environnements cloud reçoivent beaucoup plus d'attaques. Dernièrement, on était cible des hackers américains qui utilisaient nos serveurs pour faire de la crypto-monnaie. Je me demande, est-il possible par exemple, de faire une configuration, comme vous le faites, de telle sorte que lorsque un utilisateur qui n'est pas autorisé à faire du SSH qu'on reçoive des alertes, par exemple, si oui, comment le faire? Ah, ouais, oui, bon, je pense que j'ai pas montré ça. On peut configurer des alarmes, ok? Lorsque les statuts dans AWS config passe à non conforme, non compliant, comme on l'a vu. On peut configurer une alarme avec CloudWatch Alarm, c'est un service de AWS. Et on peut configurer une alarme avec, on les relie avec un autre service de AWS SNS et ça va nous permettre de pouvoir peut-être envoyer un mail, hein, disons, envoyer l'alerte à travers ton email. Tu peux recevoir l'alerte directement par mail en plus de pouvoir faire l'action de rémédiation automatiquement. Tu sais que non, l'infra a bien géré en fait, c'est disons les comportements attendus, ça a sécurisé ton infra, mais après tu es aussi informé pour pouvoir aussi faire le suivi et voir peut-être qui a fait ça avec CloudTrail, comme ça tu peux faire voilà, je sais pas. Oui. Je sais pas Et si aussi, Coach Québec a quelque chose à ajouter. Oui. oui, si. Et Coach Nemi, sa question, elle est très pertinente. Par exemple, cette question, moi, je peux essayer, par exemple, de résoudre le problème d'une autre manière. C'est que dans AWS, il y a un service qu'on appelle Guard Duty. Guard Duty permet de détecter des menaces, par exemple des attaques par force brute, par exemple des connexions inhabituelles. Maintenant, tu peux mettre en place ce qu'on appelle des alertes. Donc, les alertes vont se baser sur Guard Duty. Si Guard Duty détecte il y a un comportement suspect, il peut t'envoyer automatiquement une alerte. D'accord? Ça, il n'y a pas action de remédiation. C'est directement une alerte. Maintenant, tu peux mettre en place aussi un système préventif pour éviter ce genre de choses. D'abord, au niveau des configurations de ton réseau, d'accord? Que ce soit le ACL, que ce soit au niveau des groupes de sécurité, si votre application est majoritairement utilisée par des gens qui sont au Congo, j'imagine que tu es au Congo, tu peux restreindre l'accès à l'application uniquement des adresses IP depuis le Congo, d'accord? Et ça, c'est dans le cas où tu es en train de gérer un seul compte. Maintenant, si c'est dans le cas d'une AWS Organization, vous avez plusieurs comptes, il y a ce qu'on appelle Firewall Manager. Donc, avec Firewall Manager, vous pouvez mettre en place certaines règles qui vous permettent de vous protéger justement contre ces genres de situations. Je pense qu'il y a déjà un lab ou bien il y a un AWS Workshop qui est disponible. Je vais essayer de rechercher, je le mets dans le chat. Au cas contraire, si je ne le trouve pas, on se connaît très bien, tu peux me contacter inbox, je te montre comment on le met en place ou bien je te donne une solution qui pourra t'aider, Inch'Allah.
Ouais, coach, si je peux aussi ajouter dans les parcours, dans les bootcamps de CloudOps essentiels, on a un module, ou je peux dire un projet où on, on simule en fait aussi des attaques. On utilise aussi les services comme AWS Web Application Firewalls pour pouvoir sécuriser nos applications qui sont déployées lors des bootcamps. On a vu avec Diaga, ouais, oui, on avait avec Diaga lors du bootcamp comment on a simulé le fait qu'on s'est dit que non, lorsque on détecte un comportement suspect, par exemple, on a une personne qui essaye d'accéder à notre serveur, en fait, autant de fois en très peu de temps. Il peut passer par une une attaque par force brute, ok, et on peut configurer cela de manière à ce que on crée aussi des rules, des règles dans le web application firewalls, ok, de manière à sécuriser notre infra. Si on trouve des activités suspectes, on bloque en fait l'IP source pour de manière à ce que on a une infra qui est sécurisée. Il y a beaucoup des options, de solutions qu'on pourrait même mettre en place pour cela. Coach, si vous permettez. Non, je pense que je reviens d'abord parce qu'on a bientôt fini. Je pense que les statuts est passé à Success, Diaga, et puis je te reviens, ok? D'accord, il D'accord, merci. n'y a pas de Voilà. souci. Quand tu termines, je pourrais éclaircir ma question, quoi. Ah, ok, d'accord. Alors, Ajouter quelque chose sur l'interpellation de l'apprenant de tout à l'heure, du chef. ah, ok, d'accord. Alors, je disais, notre automatisation, c'est exécuté, je vais l'appeler comme ça. AWS System Manager Automation a exécuté un runbook, un script, ok? Et ce script, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est ça, il est exécuté à 21h05, ok? Le script, c'est ça, ce qu'on a mis en place, notre runbook, AWS Disable Public Access for Security Group. Et euh, il a il a fini il a fini l'exécution et le statut est passé à success. Alors, lorsqu'on rentre dans notre security group, ok, on va actualiser pour voir si réellement le port 22 a été supprimé. Ok. Ok. Et là, vous voyez automatiquement, sans intervention manuelle, mon infrastructure a pu détecter qu'il y avait le port 22. Il a signalé comme non conforme et la remédiation automatique a fait directement son travail. Et lorsqu'on rentre dans AWS config, on va vérifier que tout est passé à compliant. Alors, je suis dans cet onglet ici, ok. Si j'actualise ici, ok, je vois que la security group qui était non compliant est là, ok, et elle est maintenant passée en security group en conforme. Et dans les stations, on voit que non, il y a eu une action qui s'est exécutée dessus, ok. Et en quelques minutes et de manière simple, on a mis en place notre infrastructure ici avec AWS config, ok, on a essayé euh, disons de faire de la gouvernance de la sécurité de manière à ce que qu'on puisse s'assurer qu'à chaque fois qu'il y aura des dérives de sécurité dans notre infrastructure, qu'ils puissent automatiquement en plus de pouvoir les signaler ou repérer ou constater qu'il y a eu une dérive, qu'ils puissent faire des actions dessus et pouvoir remettre l'infra à son état initial. Je crois c'est
que j'ai prévues pour ces labs. Et on a beaucoup de labs comme ça dans la cohorte. Et ça se passe comme ça, en fait. Hein. Le code présente et on pratique, on explique ce qu'on fait et on a les retours des étudiants et on s'ennuie pas et on voit même pas les temps passer. Et on s'est dit, ah, il est déjà 2 heures. Et quand même, on déborde. Et voilà un peu les coulisses notre formation, notre bootcamp Clarity Cloud Ops. Je remets la parole à Raki. Okay. Merci beaucoup, coach Némi et coach Kébé, pour cette démonstration très enrichissante. Donc, avant de passer aux questions, j'aimerais partager quelques informations par rapport à nos coachings à venir. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, pour le mois de juillet, on a un coaching à lancer. C'est le SA Associate que tout le monde demandait. Donc, finalement, il est de retour. Ça va démarrer au mois de juillet. Donc, pour une durée de 2 mois. Donc, il y a le technicien Cloud AWS qui va démarrer au mois d'août pour une durée de 3 mois parce que faut savoir que dans technicien, il y a le programme Cloud Ops essentiel de 2 mois et 1 mois de Cloud Practitioner. Donc, voici les formations qu'on va démarrer au mois de juillet et au mois d'août. Il y a le DevOps Advanced, il y a le DevOps Essentiels Job Ready de 4 mois. Et actuellement, ce coaching est en promo avec 10% de réduction. Donc, il y a le DevOps Essentiels aussi de 2 mois. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations pour ces coachings à venir. Il y a aussi un nouveau coaching qu'on va lancer au mois d'août. C'est le hashtag Cloud, administrateur plutôt Cloud, qu'on va lancer au mois d'août. Donc, voici nos différents coachings pour le mois de juillet et le mois d'août. Je vais partager les liens dans le chat de landing page, donc où il y a toutes les informations, il y a le programme, les prérequis, les prix et aussi les modalités de paiement. Donc, je vais partager les liens dans le chat. Là. Donc, je partagerai les liens dans le chat et aussi, parfait, ça marche. Donc, n'hésitez pas à aller voir les landing pages et regarder les différents coachings qu'on va bientôt démarrer pour les mois à venir. Donc, voilà, on va reprendre les questions. Entre-temps, en parallèle, je vais partager tous les liens des coachings que je viens de citer. Merci, coach Némi et coach Kébé. S'il y a des questions, on peut les prendre. Je pense qu'il y avait Ndiaga qui voulait éclaircir quelque chose. Notre cher Ndiaga, tu peux rebondir. Ouais, mon ami, my friend. Ouais. Yeah, en fait, je vais commencer par la question de l'autre là. Donc, ce qu'il a demandé, bon, moi, si je vais à le résoudre, je vais le résoudre en 2 parties. D'abord, s'il a une infrastructure qui n'est pas dans le cloud, donc il lui faut donc leur centre de sécurité, il faut qu'il mette en place un SIEM. Donc, parce que c'est le SIEM qui leur permettra donc de faire la gestion de ces événements et des intrusions et des actions malveillantes. Maintenant, s'il est dans le cloud, comme l'a recommandé Coach Québec, il y a des SIEM intégrés dans AWS. Le Guard Duty, c'est lui qui représente un SIEM dans AWS. Donc, ils n'ont qu'à utiliser ce service-là et configurer ces actions-là là-dessus.
Mais pour renforcer aussi ces types d'intrusion, il peut aussi utiliser ce que vous avez recommandé dernièrement, s'il s'agit de leur application web. Donc, qu'ils mettent en place un AOF, donc un Windows Firewall, application Windows Firewall, et sur l'infra, donc ils utilisent le service AWS Shield pour se mettre contre les attaques DDoS. Mais quand l'action, puisque tout système n'est pas sécurisé à 100%, quand il se passe des intrusions, donc ils peuvent utiliser, ils peuvent faire un audit interne en utilisant le cloud trail, donc pour savoir les actions qui sont effectuées par qui, et quand et où. Donc des choses comme ça se trouve dans ce service-là, et qu'il utilise donc pour se parer aussi à ces connexions malveillantes ou à ces genres de connexions qui utilisent votre infra pour faire pour générer des crypto-monnaies. Il faut bien configurer le MFA, en fait, le multifacteur. Tu pourrais te parer à d'éventuelles situations comme ça. Ça, c'est ce que j'avais à contribuer par rapport à sa question. Maintenant, pour revenir donc à ces auto-remediation, en fait, je voudrais savoir à quelle étape on dit au système de faire ce qu'il doit faire. Par exemple, si un port SSH, le port 22 n'est pas fermé, le système détecte que c'est non compliant, donc il y a un trigger qui se déclenche. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit au système? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà auparavant, il y a des fichiers de config, des fichiers YAML, ou bien des fichiers donc SH, des fichiers .sh, donc des scripts qui sont bien mis en place avant, pour lui dire que si telle action ou si tel déclencheur, si tel trigger se déclenche, voici le fichier à exécuter, ou bien voici l'action à exécuter. Cette action-là, à quel moment on passe ça au système? Ou bien le système le sait avant. C'est des fichiers de config qu'on met en place et qu'on met sur un répertoire ou dans un endroit bien connu par le système qui doit exécuter cette action-là, ou bien le système le sait naturellement que si un port SSH n'est pas fermé, l'action qu'il doit faire, c'est de le fermer. On n'a pas besoin de mettre en place un script. En fait, je voudrais savoir à quel moment le système sait l'action qu'il doit exécuter suite à un déclencheur, suite à un événement qui se passe. Puisque l'architecture l'architecture nous informe sur ça. Il y a un déclencheur, donc un trigger, et c'est bien écrit. Le trigger se déclenche suite à la production d'un événement, et quand le trigger se déclenche, le système sait l'action qu'il doit exécuter quand ce trigger-là se déclenche. Maintenant, je voudrais savoir, cette action-là, c'est des fichiers de config qu'on met avant, ou bien c'est des scripts qu'on met avant, ou bien c'est dans l'intelligence même du système qui sait si tel trigger se déclenche, voici l'action correspondante à faire. Ok, good. Nemi, tu réponds ou je lui réponds? Tu peux répondre, coach. Tu peux répondre. Ok, oui. En fait, premièrement, que ça soit AWS Config, que ça soit le système manager automation qui effectue une action corrective, tous les deux, ils se basent sur des configs. Et maintenant, ces configs-là sont des fichiers en YAML. Maintenant, sur AWS Config, tu dois créer ce qu'on appelle une règle. Maintenant, au niveau de AWS Config, il y a ce qu'on appelle des règles managées. C'est-à-dire, il y a des règles qui sont déjà là, qui sont créées par AWS et maintenues par AWS. Maintenant, dans ces règles-là, les règles sont écrites en YAML. Maintenant, dans ces règles, ils vont dire qu'un port SSH ouvert depuis n'importe où, ce n'est pas une bonne pratique. D'accord? Et directement, quand il y a un port qui est ouvert, la règle détecte, il dit que voilà, il y a une action qui n'est pas compliant, qui ne répond pas en termes de bonnes pratiques de sécurité. Maintenant, quand le AWS Config voit cette action de non-compliance-là,
Il y a ce qu'on appelle un service AWS Event Bridge. Lui, il est basé sur des événements. Il détecte tous les événements qui se passent au niveau de toutes les ressources. Maintenant, lui, il va passer l'information à ce qu'on appelle AWS System Manager. Donc, il faut savoir que AWS Config ne fait que détecter le changement de configuration, mais il n'est pas capable d'effectuer une action corrective. De ce fait, il a besoin soit d'une lambda function, et la lambda function, tu peux l'écrire en Node.js, en Python, en whatever, d'accord? Soit tu vas passer sur des AWS System Manager. Maintenant, dans AWS System Manager, il y a plusieurs rubriques. Donc, on va s'attaquer uniquement à la rubrique Automation. Dans l'automation de AWS System Manager, là-bas aussi, c'est des fichiers. Maintenant, ces fichiers-là sont comparables aux fichiers au notebook. Actuellement, pratiquement, c'est des notebooks. Sont comparables aux notebooks de Ansible, right? Et c'est écrit en YAML. Maintenant, dans ces notebooks-là, tu vas dire, je veux que tu effectues ça, tu restrictes le port, tu fermes le port, ou bien tu ouvres le port, ou bien tu autorises uniquement telle adresse. Donc, si on crée un trigger et qu'on ne trouve pas le fichier YAML correspondant à ce trigger-là, c'est à nous-mêmes de mettre en place ce fichier YAML-là. On a deux possibilités. Donc, actuellement, on ne les appelle même pas fichiers de YAML, on les appelle documents, right? Donc, ces documents-là, il y a deux types de documents. Ça peut être un document owned by AWS, c'est-à-dire créé et géré par AWS. Ça peut être un document qui est créé par le client lui-même. Maintenant, pour la fermeture des ports SSH, ça, c'est une règle basique, c'est une action basique. Donc, AWS Automation, System Automation dispose déjà d'un document avec les bonnes configs. Tu peux utiliser ce document-là. Voilà. Mais par exemple, la question de ce monsieur-là, si tel événement, par exemple, si leur système est utilisé par quelqu'un d'autre qui fait du crypto-monnaie, le script qu'il doit exécuter en détectant cette action-là, c'est à nous-mêmes de le mettre en place, puisque je suppose que cette action-là, cette action-là n'existe pas encore dans les documents de AWS. Coach Kébé, actuellement, il ne reste pas assez de temps. Est-ce que tu peux répondre de manière ramassée, aussi permettre aux autres de poser leurs questions? D'accord. All right. Ndiaga, donc, ce qui se passe par rapport à Dulcinea, ce qu'il demande, il dit qu'il y a des gens qui prennent possession de leur serveur, ils font des crypto-monnaies dedans. Donc, ce n'est pas des gens qui rentrent directement dans leur config et modifient, d'accord? C'est carrément la possession de leur serveur. Je pense que aussi c'est un problème qui n'est pas similaire à ce qu'on vient de voir, d'accord? Maintenant, là-bas, c'est côté protection de leur serveur. Pour protéger leur serveur, ils peuvent, par exemple, restreindre l'accès au serveur, éviter de les mettre dans des sous-réseaux, privés. Il y a énormément de choses à faire. Maintenant, pour la partie AWS config qu'on a vu aujourd'hui, c'est quand on modifie une config. Par exemple, on ouvre un port, par exemple, on met une application dans un sous-réseau public, d'accord? Donc, c'est en ce sens-là qu'on utilise le AWS Automation. Maintenant, de toute façon, que ce soit son cas de figure, que ce soit le cas de figure de AWS config, il y a toujours des documents qui sont disponibles. Maintenant, ces documents-là, il arrive, un document ne répond pas à ton besoin. Il y a la possibilité d'avoir un document personnalisé. Par exemple, dire que mon trafic doit être restreint uniquement au réseau de mon data center, AWS ne connaît pas le sous-réseau que vous avez au niveau de votre réseau on-premise. Dans ce cas, c'est à part. De ce fait, tu dois créer un document qui est personnalisé par rapport à ton use case. D'accord? Voilà. La possibilité d'importer ce document-là. Voilà. Je voudrais simplement voir qu'il y a les possibilités de mettre un document personnalisé. Oui, pas la possibilité. Oui. Raki, je pense que... D'accord. Raki, pour ne pas monopoliser ton temps. Raki, pour ne pas monopoliser la parole et prendre ton temps, on vous la rend. D'accord, merci beaucoup Ndiaga. Donc, on va prendre une question avant de terminer ce webinaire. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc nous sommes à terme de ce webinaire. Je vais juste partager après le formulaire de satisfaction dans le chat.
s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, c'est déjà fait. Merci de remplir ce formulaire. Ah, il y a Abdul Nasser qui lève la main. Oui, Nasser. Oui, bonsoir, Aki. Bonsoir. Non, c'est pas une question, c'est juste féliciter le coach Némi et le coach Québec pour tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont fait pour nous. Moi, je fais partie de la cohorte qui vient de finir le Cloud House Essentiel ce soir même. Donc, je remercie tout le staff de Cloud Facile et tous les coachs qui nous ont accompagnés. Diaga et puis Kabore qui nous motivent aussi. Merci Donc, beaucoup. je dirais à tous ceux qui participent à ce webinaire de vraiment s'inscrire, de ne même pas hésiter. Parce que nous, on s'est inscrits et au bout de 3 mois, déjà, on a notre certification cloud partitionneur et on compte continuer avec le SR Associate. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdul Merci Nasser. Nasser. Merci Nasser. On est Merci. ensemble. Merci Merci. des apprenants de la première cohorte de techniciens cloud dont j'ai dit ils ont brièvement réussi leur certification cloud practitioner. Merci beaucoup. Un grand merci à nos coachs et à tous les participants qui étaient présents durant ce webinaire. Là, on a compris que le Cloud Ops aussi, ça s'apprend pas par la théorie, mais surtout par la pratique. Donc, votre dernier mot, coach Némi et coach Kébi, merci énormément pour ce travail que vous faites et votre disponibilité. Or, les heures de coaching, vous prenez les apprenants en off pour les expliquer. Merci beaucoup pour cette disponibilité et merci à tous les participants. Ça, je confirme, Raki, je confirme. Il y a des gens qu'on prend sous le tunnel. Hein. D'accord. Donc, coach Némi et coach Kébé, vos derniers mots, s'il vous plaît. Moi, je dirais toujours que pratiquer, surtout AWS, vous avez la possibilité d'avoir un compte gratuit pour 6 mois. N'hésitez pas soit à trouver un coach Québec pour vous accompagner, soit à aller trouver des projets qui sont disponibles sur GitHub et vous vous lancez tout seul. Si moi qui faisais l'anglais est parvenu à être excellent dans le cloud, c'est que vous pouvez y arriver. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Right? Merci. Coach Némi. Coach Némi, il est là? Je pense qu'il est parti manger son poulet maillot. D'accord, c'est vrai, il fait tard dans certains pays. Donc, merci et à très... Mais il faut parler là. Kabore, si tu es là, il faut parler là. Ah, d'accord, Kabore, il est là. Oui, on le réclame, hein, il faut qu'il parle. Bon, pour ne pas prendre plus de temps, on va s'arrêter là et vous dire à très bientôt pour d'autres sujets et d'autres coachings aussi à venir. N'hésitez pas à aller vous former dans le cloud. Il y a des cours gratuits sur la plateforme et si vous avez besoin d'accompagnement, d'aide, de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à très bientôt. Bye. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.